Probablement que Alexandra Fourcade aurait organisé cette rencontre s'il n'y avait pas eu l'espace éthique, mais je pense qu'il n'y aurait pas eu d'espace éthique s'il n'y avait pas Didier Sicard. Et je voulais le remercier et lui dire qu'à tous les moments de la vie de l'espace éthique, à toutes les étapes de la vie de l'espace éthique, notre inspirateur, c'est le grand médecin qu'il est, le penseur qu'il est. Et tout à l'heure, Alexandra disait le passé. Mais ce qui me frappe chez Didier Sicard, c'est son immense présent et l'actualité, la pertinence de ses pensées. Donc merci à Didier d'être ici et de nous ouvrir cette séance. Je disais le passé, je ne parlais pas de M. Sicard. Bien compris. Bien, merci à Emmanuel, merci à Alexandra Fourcade, à Laurent Bastel, Laurence Trochu, qui ont déjà, au fond, montré un certain nombre d'enjeux. Je voudrais faire, pendant cette petite demi-heure, une réflexion sur bioéthique et politique. Parce que la France est quand même un pays très, très à part dans le monde. Il a une spécificité de demander à la loi de régler les conduites sociales. La plupart des pays ont des lois pour un certain nombre de domaines, mais au fond ne demandent pas à l'État d'être le juge de nos conduites intimes. Et alors avec cette loi et bioéthique, d'ailleurs on pourrait faire une discussion peut-être alambiquée sur est-ce que la bioéthique doit se transformer en un concept juridique, est-ce qu'elle n'est pas une interrogation permanente plutôt qu'une structure légale, avec cette révision dans la loi tous les 5 ou 7 ans. Et initialement, comme Laurent Bastel le rappelait, les lois de 94 concernaient le don d'organes, l'assistance médicale à la procréation, qui n'était pas la procréation médicale assistée, qui avait, je pense d'ailleurs qu'il y a une différence entre les deux, l'information génétique et la recherche sur l'embryon. Et les questions annexes, mais qui sont peut-être fondamentales sur la fin de vie, n'ont été abordées de façon très spécifique qu'en 2005 et en 2015. Et alors en 2018, le président Macron, avec son gouvernement, a souhaité élargir de façon tout à fait nouvelle la réflexion bioéthique sur non seulement l'élargissement de l'assistance médicale beaucoup pour toutes, mais le droit de l'enfant de connaître son origine, le dépistage généralisé génomique, au fond selon les vœux des citoyens, l'intelligence artificielle, les neurosciences par exemple. Est-ce que les juges doivent pouvoir se saisir d'une imagerie fonctionnelle pour pouvoir apporter un critère de jugement, le transhumanisme? Et on voit très bien qu'il y a tout de suite un écart entre le caractère gigantesque des questions posées à la société et le transfert dans une loi. Et que je crois qu'il faut être prudent. Le doyen Carbonnier disait ne légiférer qu'avec prudence et toujours avec angoisse pour ne pas figer la société. Alors, c'est intéressant de revoir d'ailleurs depuis la Ve République quels ont été les rapports des présidents avec la bioéthique. Au moment du général de Gaulle, la réflexion éthique était en tout cas très pauvre en France, quasi inexistante. Pompidou, c'était pareil. Celui qui a inauguré, peut-être avec courage, c'est le président Giscard d'Estaing avec Simone Veil, en 1994, qui a fait quand même cette loi fondamentale de la possibilité pour les femmes de pouvoir avorter. Et je pense que c'est vraiment un point d'entrée dans la bioéthique absolument essentiel. Le président Chirac, je les ai connus à peu près tous, lui demandait à l'éthique d'être flambante, c'est-à-dire d'avoir un côté rayonnant, un peu comme les droits de l'homme. Moi, je lui avais dit que les droits de l'homme, on était le pays des droits de l'homme, on n'est pas le pays du respect des droits de l'homme, et que la France ne peut pas brandir comme ça l'éthique sur son cheval blanc. Quant au président Mitterrand, il a créé le Comité national d'éthique après la naissance d'Amandine, et avec Philippe Lazare à l'INSERM, donc il y a eu une vision que désormais il fallait peut-être encadrer un certain nombre de pratiques.
le président Sarkozy était assez indifférent à ces questions. Le président Hollande a ouvert le débat qui a abouti au mariage pour tous et a permis, au fond, d'une réflexion nouvelle sur la fin de vie. Bon, peut-être qu'il a été vu par certains comme peut-être insuffisant. En tout cas, il s'est intéressé à cette question. Et le président Macron, lui, a vraiment lancé le débat de façon beaucoup plus ouverte. Alors, cette question me pose justement cette situation, la relation politique à la bioéthique. Est-ce que le corps doit-il être politisé? Autrement dit, est-ce qu'il y a un corps de droite? Est-ce qu'il y a un corps de gauche? Et l'État doit-il interférer dans le comportement quotidien du corps de chacun? Et Michel Foucault, que je l'ai lu au moment où j'avais pris la présidence, m'a beaucoup apporté sur cette idée d'un biopouvoir. Bon, beaucoup de choses à critiquer dans Michel Foucault, mais au fond, quand il montre comment l'État peu à peu interfère dans les conduites humaines, me paraît toujours extrêmement importante. Et effectivement, la réponse, elle est oui, pour un certain nombre de questions, au premier rang desquelles le début de la vie et la fin de la vie. Le droit à l'avortement, on le voit très bien dans les pays, quand même, aux États-Unis, avec cette régression dans certains États américains qui reculent sur l'avortement. Je pense que c'est un droit humain qui me paraît être universalisable et fait partie, au fond, même c'est un sujet sensible, des sujets sur lesquels on ne peut pas revenir et on ne peut que s'en réjouir. De la même façon, le droit à être soulagé. Il y a 1000 façons d'être soulagé en fin de vie, mais il ne faut pas que les médecins se considèrent comme individuellement légitimes dans une pratique ou une autre. Que ce soit l'acharnement thérapeutique ou l'euthanasie, ouverte ou interdite, c'était véritablement des questions sociales. On peut imaginer qu'au début et en fin de vie, là, le politique a un rôle majeur à jouer. Et d'ailleurs, c'est le cas où, au fond, la bioéthique dans la plupart des pays se résume à la fin et au début de la vie. Mais la France est un pays de principes. C'est un pays de principes. Je pense qu'il n'y a pas d'autre pays qui a autant de principes. C'est liberté, égalité, fraternité. Mais une liberté qui est restreinte. Et cette liberté, elle est restreinte par des principes éthiques qui est l'anonymat, du don d'organes, du don du sang, la gratuité, le volontariat et la non-patrimonialité du corps. Alors, pour les étrangers, c'est très étrange, ces principes, parce qu'ils sont des principes en même temps très stricts et en même temps incarcérants. Alors, peut-être en contradiction avec liberté, égalité, fraternité. Moi, je me souviens très bien que Bernard Kouchner, quand il avait été ministre de la Santé, avait voulu proposer à l'Europe que le don du sang, gratuit, volontaire, anonyme, soit une loi européenne. Et tous les Européens se sont moqués de lui en disant « mais laissez-nous faire ce que l'on veut ». L'idée qu'un don du sang est gratuit apparaissait pour la plupart des Européens une étrangeté. Alors que pour les Français, donner son sang apparaît comme une évidence et qu'on peut imaginer que si on revenait là-dessus et qu'on vendait son sang, il y aurait une sorte d'effroi, une sorte d'acquis républicain. Et donc, cette acceptation de ces principes généreux, solidaires, sont peut-être accaparés par des idéologies politiques contradictoires. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on va politiser la bioéthique, il va y avoir des tensions qui vont apparaître. Et au premier rang desquelles, il y a une pensée libertaire, plutôt à gauche, et puis une pensée réactionnaire, conservatrice, plutôt à droite, même si tout ça est un peu simpliste. À gauche, c'est la liberté revendiquée de faire de son corps ce que l'on veut. Et la modernité, c'est de recourir à l'euthanasie si on le souhaite, si le malade le souhaite, de permettre aux couples de femmes homosexuelles et aux femmes seules de pouvoir bénéficier d'une procréation in vitro, de rompre l'anonymat des donneurs de gamètes, de faire les tests génétiques
qui appartiennent à chacun. J'ai envie de savoir un peu si je peux transmettre telle ou telle maladie à partir de mon génome, c'est une liberté. De ne plus inscrire éventuellement père-mère sur l'état civil, mais parent 1, parent 2. Éventuellement d'avoir une GPA éthique, une grossesse par procuration éthique. Au fond, il y a une sorte d'idée de l'homme qui a le pouvoir sur son corps, qui est un peu contradictoire avec la non-patrimonialité, c'est-à-dire je fais ce que je veux de mon corps, je peux faire demander à la société de m'aider à mettre au monde un enfant, et je peux demander à la société de mettre fin à ma vie. Je suis à l'origine de moi-même, et je ne veux pas dépendre éventuellement de l'État pour participer, même si l'État peut m'aider. Et puis s'y oppose naturellement une autre pensée conservatrice, que certains appellent réactionnaire, où c'est le contraire, c'est non à la fin de vie, que c'est un principe, la vie ne peut pas être interrompue par un médecin de façon volontaire. L'élargissement de la PMA n'est pas dans le concept d'assistance médicale à la procréation, mais c'est une rupture. La recherche sur l'embryon doit être extraordinairement encadrée et mesurée. Il n'est pas question d'avoir un parent 1, un parent 2, c'est un père et une mère. L'anonymat du donneur de gamètes doit être maintenu, et il faut limiter la capacité au fond, de chaque citoyen de connaître son génome pour en tirer des conclusions sur sa descendance. Au fond, c'est le sentiment, dans le premier cas, du respect au sens liberté, égalité, fraternité, liberté de l'homme, et au sens second de cette pensée conservatrice, c'est je suis un héritier, et par conséquent, je ne suis pas libre de faire ce que je peux, je dépends d'une structure qui m'a dépassé. Mais il n'y a pas seulement cela, parce qu'à l'intérieur de ces visions réductrices, conservatrices ou libertaires, eh bien, il y a les visions homosexuelles, la vision hétérosexuelle, la vision religieuse, chrétienne, protestante ou catholique, la vision musulmane, la vision juive. Bref, il n'y a pas une homogénéité, donc on voit très très bien que des groupes de pression finissent par considérer que leur seul avis est porteur de légitimité. Et ces clivages extrêmement profonds sont portés à un moment donné par les discours militants, qui sont parfois extrémistes, où chacun accuse l'autre de laxisme ou d'obscurantisme. Et il est vrai que peut-être que la bioéthique n'est pas tellement liée, comme on l'a dit, au progrès de la science. Moi, ça m'agace un peu quand on dit la médecine a progressé, la science a progressé, comme si, au fond, le progrès de la science déterminait en lui-même une sorte de porter dans ses bagages une réflexion bioéthique. Ça m'a toujours frappé parce qu'au fond, ce sont des demandes sociétales. Ce n'est pas des demandes scientifiques, ce sont des demandes sociétales. Et les demandes sociétales, elles croient qu'elles s'appuient sur des données scientifiques. Mais quand on a eu Amandine qui est née, Jacques Testard était un ingénieur agronome de l'INRA. Et au fond, c'est l'application à l'homme de techniques animales depuis très anciennes, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et on voit très très bien que ce soit le début ou la fin de la vie, la part de la science réelle est très faible. Peut-être qu'au début de la vie, le fait qu'on puisse congeler les ovocytes, que l'on puisse faire ce qu'on appelle la fécondation ICSI avec un seul spermatozoïde, qu'à la fin de la vie, on demande à des IRM fonctionnels de dire si le cerveau a aucune capacité d'espoir dans une recouvrance. On voit très très bien, mais ce sont des domaines, à mon avis, relativement marginaux. Le début de la vie et la fin de la vie sont des demandes sociétales, ce ne sont pas des demandes scientifiques. Et que l'équation initiale donc n'est plus donc dans une sorte de refus ou d'accepter de nouvelles technologies, de procréation ou d'accompagnement de fin de vie, mais de revenir à ce que veut dire une question éthique, qu'elle soit de bioéthique ou d'éthique. Parce que ce n'est pas tellement la question du bien et du mal, parce que la pire des choses, c'est quand chacun s'approprie la notion de bien et du mal. Il n'y a rien de plus subjectif. Je me souviens que les affaires étrangères m'avaient demandé un jour d'aller en Russie défendre l'idée du don d'organes français anonyme, gratuit, volontaire.
j'ai fait plusieurs conférences en Russie, ils étaient absolument atterrés, parce que pour eux, en pays orthodoxe, la personne morte doit rester pendant 3 jours visible par l'ensemble de ses amis et de ses familles, et par conséquent, il est impensable de faire un prélèvement d'organes sur quelqu'un avant 3 jours, ce qui le rend totalement absurde. Donc on voit très bien que quelquefois, la culture des pays rend la question éthique pas du tout universelle. Et c'est comme, je ne pense pas qu'elle est de gauche ou de droite, et qu'elle n'est pas universelle, mais elle est réflexive. Et que, au fond, l'encouragement à une nouvelle politique peut doit prendre en compte qu'un corps humain, c'est pas simplement un corps. Il y a des mots en France qui sont très pauvres. On a, vous savez, les Anglais, pour les maladies, ont 3 mots, sickness, illness et disease. Et nous, pour le corps, on a un mot, CORPS. Les Allemands, par exemple, ont 2 mots, Körper et Leib. Körper, c'est le mot du corps scientifique, le corps médicalisé, le corps paramétré, le corps imagé, le corps médical. Et puis Leib, c'est le corps que chacun a, son corps subjectif, qui est un corps avec lequel on entretient des rapports plutôt d'anxiété ou de sérénité, mais ce sont 2 espaces de pensée différents. Or, la bioéthique a tendance à favoriser le Körper et à mépriser le Leib. Et donc, il y a quelque chose qui, quelquefois, peut la rendre un petit peu difficile. Et dans ce domaine, il y a une question qui m'embarrasse, qui me laisse perplexe, qui est la question qui est devenue centrale dans la révision de bioéthique, qui est l'ouverture de la PMA aux femmes homosexuelles et aux femmes seules. Pour les femmes homosexuelles, je ne vois pas la moindre ambiguïté sur le fait qu'à partir du moment où la loi a dit en France que les couples homosexuels pouvaient se marier, il est évident qu'il est inscrit même dans l'ADN de ce mariage la possibilité d'avoir des enfants. Et donc je crois qu'ouvrir la procréation des femmes homosexuelles, qui ne peuvent pas naturellement, bien sûr, avoir des enfants, me paraît être dans la nature des choses et ne pas poser de problème éthique. En revanche, et je pense qu'il y a un saut gigantesque, proposer une procréation assistée à des femmes seules me paraît méconnaître, au fond, l'idée que l'enfant alors devient une ressource pour la femme. Chaque femme a, dans sa vision, le besoin d'avoir un enfant. Je pense que c'est une force génétique. Mais est-ce que la société est là pour répondre à toute demande, dans la mesure où cette risque d'avoir, au fond, si cette femme disparaît, que l'enfant soit orphelin, c'est-à-dire que l'État a risqué d'encourager un orphelin, que l'absence volontaire de père, là, quand il y a 2 personnes, que cette femme soit un père ou une mère, ça ne pose pas de problème. Mais qu'une femme refuse l'idée même d'avoir un père, redonne paradoxalement à ce père biologique, si elle disparaît, une présence extrêmement lourde, et que cet enfant risquerait de demander à ce père biologique, dont l'anonymat de naissance serait rompu, une présence peut-être un petit peu excessive. Autrement dit, un enfant a besoin de 2 personnes. Que ce soit ces personnes hétérosexuelles ou homosexuelles, ne pose pas de problème. En revanche, naître d'une seule personne, à mon avis, limite le destin de cet enfant de façon volontaire. D'autant plus que donc, on aboutira à une remise en cause évidente. Je le vois déjà dans la presse où on dit que les gamètes sont très rares et par conséquent, à partir du moment où il y a 500 donneurs de gamètes en France, qui donnent chaque fois 8 ou 10, à partir du moment où il y aura une extension, eh bien, on peut imaginer que, comme il n'y aura pas assez de donneurs et que les délais vont devenir extrêmement longs, on commence à parler d'indemnisation, de rémunération. Et donc on voit très bien que les concepts de gratuité, d'anonymat sont en train d'être bousculés. Donc c'est pas simplement comment un droit arrive, mais comment il bouscule, au fond, à la périphérie de cette existence, il bouscule un certain nombre de concepts français et risque d'être peut-être explosif. Et si on parle d'indemnisation, on voit très très bien que le concept de marchandisation peut tout à fait arriver par derrière. L'autre versant, qui paraît angoissant, c'est l'idée que désormais nos gènes
sont des annonceurs de notre destin. Et par conséquent, avec 23andMe aux États-Unis, avec un peu de salive, n'importe quel citoyen peut savoir quel est son génome. Je trouve que l'idée que l'on va faire des enfants en sachant, en pouvant apparier avec cette femme, avec ce mari, avec ce compagnon, avec ce conjoint, et qu'on va pouvoir bricoler une sorte de futur d'une carte génomique, je trouve que là, on rentre dans quelque chose où la France était relativement un pays protégé et que connaître, au fond, c'est pas tellement la vérité, mais de connaître une sorte de devenir des cartomanciens de son propre génome me paraît tout à fait porteur d'ambigu. Or, l'évolution va dans ce sens. Et peut-être que l'embarras, et c'est un embarras paradoxal, au fond, le président Macron, pour lequel moi j'ai une grande admiration, l'ayant rencontré, et je trouve que c'est un homme d'une grande ouverture d'esprit. L'embarras que j'ai, c'est qu'à partir du moment où il annonce un certain nombre d'avancées, entre guillemets, il met les institutions en situation de très grand embarras, que ce soit le Comité national d'éthique, le Conseil d'État, l'Office parlementaire, parce que si ces structures s'opposent, on considère que elles sont accusées, au fond, d'une sorte de protestation. Si elles acceptent, on dit, mais elles se soumettent. Donc, je pense qu'elles sont dans un rôle impossible. Au fond, la richesse des États généraux, pour lequel je crois aucun pays au monde n'a eu cette capacité de réfléchir en commun. Le problème, c'est comment faire des États généraux, leur garder leur diversité, plutôt que de les incarcérer dans des lois. Car le politique est très embarrassé par les questions éthiques. Et qu'il veut donc se revêtir d'éthique pour éviter que l'opposition, éventuellement, n'y apporte une correction. Il est sous le regard de scrutateurs qui le guettent, en particulier les milieux les plus influents, ceux qui ont le plus de pouvoir, les plus militants, qui sont prêts à dégainer immédiatement le moindre armement. Alors que son rôle devrait être de chercher le consensus. Le consensus, c'est un mot que je n'aime pas, mais de chercher des endroits où, au fond, il y a une sorte de stabilisation à partir de toutes les positions exprimées. Et si on n'y arrive pas, il faut peut-être savoir y renoncer et peut-être se protéger des excès plutôt que les encourager. La question, c'est pas de créer à tout prix du consensus, mais de creuser les questions dans leur complexité, non pas les réduire à oui ou non. Au fond, la tragédie de la réponse, elle est dans la question, et que si tout se réduit à oui ou non, eh bien, je pense que symboliquement dans notre temps, on est toujours dans oui-non, le référendum oui-non, alors qu'une question extrêmement complexe qu'on peut voir avec l'histoire anglaise actuelle, l'éthique, elle est dans un questionnement. Or, la politique n'aime pas les questions, elle aime bien les réponses. Et la politique est donc dans une réponse qui doit être éclairée, qui est consciente des enjeux, d'où la difficulté des débats. Et apprendre à respecter l'autre dans ses convictions, surtout quand elles sont contraires aux siennes. Quand je vois quelquefois dans les débats collectifs, les uns s'accusent d'être des croyants ou des incroyants, des athées ou des religieux, je trouve que là, le débat perd son sens. Quand l'éthique devient un combat idéologique, la conviction de l'autre devient inentendable. Alors la tentation, c'est de s'affronter sur des questions apparemment morales, qui sont en fait des regards différents sur la vie humaine et sur la singularité de chaque être humain. Et l'effacement du religieux dans nos sociétés, que l'on porte un jugement favorable ou défavorable, anxieux ou serein, me paraît avoir laissé ouvert une réflexion dénuée de transcendance, où la médecine, et je le vois de façon criante depuis 20 ans, est devenue un substitut du salut. C'est comme si, au fond,
l'idée même que connaître génétiquement, connaître, prédicter que le destin d'un être humain, c'est la médecine qui le dit et non plus sa croyance en autrement. Éric de Lucas, qui est un grand écrivain, disait « Nous sommes des locataires de la divinité et non pas des copropriétaires ». Pour terminer, les vraies questions éthiques transversales me paraissent être, et là je suis effrayé de voir la faiblesse française dans ce domaine, c'est l'accueil de l'enfant. L'accueil de l'enfant. Il est inacceptable que des enfants vivent dans des milieux où ils sont complètement méprisés. Au fond, ce qui était la richesse de la protection maternelle infantile au XXe siècle est en train de s'effacer au bénéfice de la production de l'enfant. Les regards sur les plus vulnérables, les plus handicapés. La France n'est pas le pays le plus majeur, le plus modèle dans l'accueil de l'handicapé, et le maintien le plus longtemps possible de l'autonomie pour les personnes âgées. Et on voit toujours que ces questions, elles sont considérées un peu comme marginales, alors qu'elles devraient être centrales au profit, quelquefois malheureusement, de ces problèmes de procréation. Mais on voit très bien que ce n'est pas très rentable de s'intéresser à ces questions. Donc, ce qui me rend quelquefois un peu triste, c'est que on demande, au fond, à la bioéthique de se glisser dans les vêtements de la politique. Et que l'embarras, c'est très difficile de dire, de choisir, mais il faut peut-être que la politique soit très prudente et qu'elle s'attelle beaucoup plus à la protection de ceux qui n'ont pas de protection, plutôt que d'encourager, au nom d'une adaptation à la science contemporaine, de nouvelles techniques, qu'elles soient fondées sur de nouvelles sciences. Mais je pense qu'il faut garder dans une société la notion de pluralité, la notion de complexité. Et je pense que l'enfant, et je terminerai là-dessus, issu de ce processus, a des droits qui sont laissés actuellement au second plan par rapport au droit d'avoir un enfant. Merci.